Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, comme on vient de dire, je suis compositeur. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de ma démarche qui a mené à la composition de mon œuvre Claire Vénus sur des poèmes de Louise Labbé. Je précise que je ne suis pas musicologue, donc mon approche évidemment est celle de la création, bien sûr, mais que mon regard sur la musique porte surtout sur l'invention. J'espère néanmoins que je pourrai établir quelques points de contact avec tous ceux et celles parmi vous qui êtes chercheurs ou créateurs en littérature ou en musique, ou les deux. Je remercie donc Andrea et Michel de me donner l'opportunité de revenir sur une œuvre importante de ma production. D'abord, qu'est-ce que composer pour moi? Qu'est-ce que c'est être compositeur? Bien sûr, c'est de créer, c'est d'inventer des choses. Mais pour moi, composer, c'est surtout pénétrer dans une zone mentale où l'on s'abandonne au flot des idées musicales. Elles sont parfois d'une clarté étonnante, comme des fulgurances, parfois diffuses, brouillées, imprécises, souvent fugaces, et que la mémoire s'empresse de rattraper. Mais elles se développent aussi, bien entendu, dans la pratique instrumentale, comme lorsque je travaille au piano ou à l'ordinateur avec ces simulations. Ces idées, dans mon cas, ces idées musicales, sont déclenchées et stimulées par le contexte de la commande d'œuvre. Et là, je précise que 99,9%, je pense, de ma production est le résultat de commandes d'œuvre, de solistes, d'orchestres, d'ensembles musicaux, quatuors à cordes, enfin, toutes les formations possibles. Donc, elles sont déclenchées et stimulées par le contexte de la commande d'œuvre, et il peut s'agir, donc, de ces idées d'une mélodie, avec ses harmonies sous-jacentes, de texture, de rythme, d'une idée d'ostinato, de forme globale, de couleur, de timbre spécifique ou de sonorité générale, d'intensité sonore, de vitesse, d'énergie en mouvement. Tout ça se passe dans la tête, si on veut. Tous ces éléments, qui sont en fait les paramètres de base, viennent se greffer de manière plus précise sur l'instrumentarium pour lequel je compose et deviennent donc ainsi des matériaux pour ma construction musicale et sa mise en forme. De plus, lorsque j'accepte une commande, et ça c'est très personnel, mais je prends en considération les qualités musicales du soliste, des interprètes ou du chef, c'est-à-dire de la personne humaine derrière la fonction, et qui devient pour moi un paramètre supplémentaire, mais ici d'ordre affectif. Dit autrement, je fais du sur-mesure. Cette personne, je la vois chanter, ou jouer de son instrument, ou diriger, et je suis inspiré par l'énergie, le charisme qu'elle dégage. Mais avant de parler plus précisément de Claire Vénus, j'aimerais dire quelques mots sur la relation texte-musique, ou le couple texte-musique. Il me semble très important de souligner qu'un compositeur, ça a peut-être l'air d'une évidence que je veux dire là, mais c'est pas tant que ça. Il me semble important de souligner qu'un compositeur qui veut mettre un texte en musique cherchera toujours le texte ou le sujet, consciemment ou non, qui s'accordera aux capacités expressives de sa musique, à son langage, et non l'inverse. Donc, c'est pour ça que, par exemple, plusieurs compositeurs peuvent refuser certaines choses, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il n'y a pas d'adéquation entre le texte ou la proposition et leur musique. Pour illustrer cette observation, je vais aller très loin, et si vous me permettez cette comparaison avec la musique d'un compositeur qui est très éloigné de la mienne, celle de Pierre Boulez, disons à ce propos que, bien qu'il soit décédé il y a 3 ans, que on l'aurait mal imaginé mettre en musique les mots de Louise Labbé, ou de raconter une histoire. Alors que l'adéquation entre sa musique et la poésie de René Char dans le Marteau sans maître apparaît toute naturelle. Alors, en lisant, en préparant vous m'avez forcé à travailler, là, en préparant ma présentation, j'ai trouvé un commentaire de René Char qui m'apparaît très éclairant à ce sujet, et je cite, il dit, je pense que si je n'avais écrit que le Marteau sans maître, on me situerait quelque part dans le surréalisme, ce qui serait inexact. Quand j'ai écrit Arsenal, qui est un recueil de textes, je n'avais que 17 ans et je ne savais même pas que le surréalisme existait. J'ai toujours ignoré l'écriture automatique et tout ce que j'ai écrit était, et je souligne, consciemment élaboré. Et pas du tout, consciemment élaboré. C'est sur ce dernier point, la musique de Boulez, elle est aussi très consciemment élaborée et pas du tout automatique.
Assurément, pour moi, il y a là un important point de contact dans leur volonté de créer un nouvel univers poétique ou musical. Chez Boulez, il y a sublimation du poème, comme le passage de la glace directement à la vapeur, en sautant l'étape liquide. Chez lui, l'expressivité de sa musique est le résultat direct de la construction des idées musicales et de son organisation très structurée. Et comme le disait Boulez lui-même sur la mise en musique d'un texte, et ici je paraphrase parce que je n'ai pas retrouvé exactement, mais je me rappelle très bien, il dit « Si l'auditeur veut comprendre le poème, il n'a qu'à le lire. Mon but n'est pas de l'expliquer. » À l'opposé, ça c'est moi, en composant Claire Vénus, c'est la recherche de l'expression qui a généré les idées, les atmosphères musicales, car les poèmes portent en eux-mêmes un sens qu'il m'appartient de révéler. Ma musique est davantage une transposition, évocation, traduction, comme une cristallisation, une agglomération d'images sonores autour du noyau qu'est le texte. Il s'agit aussi d'évoquer la gamme de sentiments humains tirés du poème. Je pense ici au philosophe Spinoza et sa notion d'affect, le plus important étant le désir, et aussi le couple joie-tristesse. En recherchant l'adéquation entre musique et texte, on pense ici aux madrigalistes de la Renaissance ou aux romantiques allemands tels Schubert. Je pense ici à Schubert par rapport à son lead Marguerite au Rouet, où la partie de piano à sextolet est à l'image du rouet que Marguerite file la laine, tout simplement. Donc, avec le développement du madrigal à la Renaissance, débute une tradition de la recherche d'affect dans la musique. Madrigalisme ou figuralisme, c'est tout l'art de donner du sentiment à la musique. L'art des formules ou des effets expressifs, où il s'agit d'exprimer le sens et les mots de la poésie. Ces effets peuvent être spatiaux, c'est-à-dire comme l'aigu, les notes aiguës pour le haut, les anges, le ciel, les sentiments nobles, la joie, les graves pour le bas, l'enfer, le diable, la fourberie, la tristesse, la mort, bien sûr. Bien entendu, les mouvements musicaux qui menant du grave à l'aigu sont aussi chargés de sens. Le rythme aussi peut être descriptif, y compris dans les accélérations et les ralentissements. La musique peut aussi tendre à rendre les inflexions expressives de la voix par l'intensité, mais encore par les tenues, les arrêts brusques, les silences. Alors, je vous fais écouter tout de suite un extrait du répertoire qui est très connu chez les musiciens et qui est de Gesualdo, donc du XVIe siècle, de l'époque de... En fait, il est né à la mort, à peu près de la mort de Louise Labbé. Et c'est le fameux Moro Lasso. Moro Lasso, Ai mio duolo, en français, donc je meurs hélas, dans mes tourments, qui pourra me rendre la vie? Je vous fais écouter à peine une minute et je vous en dirai quelques mots après. J'arrête ici tout simplement parce que c'est très, très descriptif. Alors il dit « Je meurs hélas dans mes tourments, qui pourra me rendre la vie ?» Pour les musiciens qui analysent cette chose-là, cette musique-là, il y a les trois premiers accords sont très étranges, probablement les plus étranges qu'on ait entendus de cette époque, où on commence par un accord de do dièse majeur, mais suivi, qui est le plus de dièse dans la portée, suivi d'un accord de la mineur, qui est à l'opposé complètement du do dièse majeur, et une tierce majeure plus bas. Ensuite, on monte d'un ton, on va à si majeur, et on redescend sur sol majeur. Donc, on a une sorte de marche qui descend comme ça vers la mort, de façon hélas. Et c'est posé sur une gamme par ton, dans le fond, ce qui rajoute à l'effet, comment dire, symétrique, ou en tout cas d'une boucle qui ne se termine jamais.
Mais qui pourra me rendre la vie? Alors c'est là qu'on entend, on a toutes les petites vocalises. Alors on fait vivre le mot, la vita, et ensuite on retombe, comme à la toute fin où j'ai coupé, sur la mort, etc. Bon, il y a plein de gens qui ont analysé ça. Je pense que vous pouvez trouver encore plus de détails sur la chose. Donc je reviens à ma propre production musicale. Par ailleurs, ma production musicale contient également de très nombreuses œuvres, la plupart en fait, qui sont entièrement conçues sans aucune recherche de sentiment. Elles s'appuient davantage sur des déplacements d'énergie sonore. Donc, c'est pas forcément du figuralisme ou du madrigalisme. Toutefois, en général, lorsque je mets un texte en musique, je suis ce qu'on pourrait appeler un compositeur dramatique, plus proche d'une narration continue. J'aime raconter des histoires, et cela même dans certaines œuvres purement instrumentales, mais dont l'argument ou le scénario n'est pas toujours dévoilé, même rarement dévoilé, mais qui devient essentiellement un support pour la forme. Donc comme si on avait un stencil, puis on l'enlève après avoir terminé. On se donne un parcours prédéterminé, si on veut. Mais, excusez, dernière phrase. Ainsi, quand je choisis un poème, je m'attache à le rendre audible, compréhensible pour l'auditeur, donc en le lui présentant dans un écrin sonore. Mais on peut débattre à savoir si la musique exprime ou n'exprime pas quelque chose. Et on a dit beaucoup de choses à ce sujet. Stravinsky disait, le grand Igor Stravinsky disait, « La musique n'exprime pas d'état psychologique. Elle ordonne le temps de l'auditeur. » Mais Maurice Ravel pensait que la musique doit toujours être marquée d'abord par l'émotion et n'être intellectuelle qu'après. Stravinsky, dans la fameuse affirmation dans Chronique de ma vie, dit ceci: « Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature. » Mais Richard Strauss pensait que la musique a quelque chose à dire et que toute chose peut être mise en musique si on a le talent nécessaire. Et le musicologue Jean-Marc Warszawski pose les questions suivantes. L'œuvre d'art est-elle un média de l'émotion ou de la pensée rationnelle? Communique-t-on en société avec des affects ou des idées rationnelles? Les affects ne sont-ils pas les fruits d'une histoire singulière, personnelle, intime, qui naissent, vivent, disparaissent avec la personne? Mais Charles Ives disait « L'art sort directement du cœur de l'expérience de la vie et de la réflexion sur la vie vécue. » Mais Yanis Xenakis pensait qu'il fallait exprimer l'intelligence par des moyens sonores. Et Claude Debussy disait « La musique est précisément l'art qui est le plus près de la nature, celui qui lui tend le piège le plus subtil. Seuls les musiciens ont le privilège de capter toute la poésie de la nuit et du jour, de la terre et du ciel, d'en reconstituer l'atmosphère et d'en rythmer l'immense palpitation. » Et ici, il convient de rappeler la deuxième partie de l'affirmation de Stravinsky, citée plus haut. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non pas une réalité. C'est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté, imposé comme une étiquette, un protocole. Bref, une tenue, et que, par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. C'est toujours la fameuse citation, affirmation. Mais, lorsque Stravinsky a présenté son opéra de Rake's Progress, il s'est lui-même questionné. Rake's Progress, c'est sa dernière œuvre de sa période néoclassique. Il s'est posé la question, un compositeur peut-il réutiliser le passé et, dans le même temps, aller de l'avant? Quelle que soit la réponse, cette question académique ne m'a pas concerné durant la composition de l'œuvre. En fait, il a fait une sorte de pastiche, si on veut. En ressuscitant l'atmosphère du XVIIIe siècle, parce que The Rake's Progress se passe au XVIIIe siècle, Stravinsky a consciemment utilisé les procédés d'écriture propres à cette période, mais en les ajustant à son langage. Malgré tout, donc, il en a accepté les conventions. Et je vais vous faire écouter un extrait donc, de The Rake's Progress, qui est un opéra qui a été composé en 1948 et 1951. On a un personnage qui s'appelle
Tom Rockwell, et sa copine, ou son amoureuse, qui est Anne Trulove. Et Tom est parti avec le diable, qui s'appelle Nick Shadow, et qui est en train de pervertir le pauvre Tom. Alors, il y a tout un chant récitatif, disons, et ensuite, il y a un chant dans lequel Anne Trulove se lance à la poursuite de son amoureux pour aller le chercher, parce que l'amour est plus fort que tout. Alors, je vous fais écouter ce bref extrait. Il y a eu un petit problème technique. Mais donc on sent dans ce mouvement-là, parce qu'elle dit il faut que j'aille vers lui, il faut que j'aille retrouver mon amoureux, où qu'il soit, parce que l'amour est plus fort que tout. Et donc on sent le mouvement dans cette musique-là. On sent l'empressement du personnage à rejoindre et défendre son amoureux. Et l'air est en do majeur, parfaitement, construction classique, avec des harmonies, des retards, cycle harmonique et une cadence finale à la Mozart, sauf qu'au lieu de faire mi, mi, ré, do, si, do, il fait mi, mi, ré, do, si, do, il faut faire contre-do, c'est la note qu'on a entendue à la toute fin. Donc, mais évidemment, ça, c'est son langage à lui qui vient faire ça. Mais c'est essentiellement, quand même, il se sert des conventions de l'époque pour dire les mêmes choses, dans le fond, qu'un opéra de Mozart ou de l'époque classique. Et moi, je me dis, après toutes ces définitions ou ces citations de compositeurs, moi, je me dis que la musique a le pouvoir d'exprimer le rationnel et l'irrationnel, l'ordre et le désordre. Et les deux peuvent provoquer des émotions. Tout est une question d'organisation. Et quand j'écoute la musique d'un compositeur, j'entends le compositeur penser. Des fois, il pense mal. Des fois, c'est pas toujours, c'est bizarre. C'est pas toujours bien articulé. Mais on entend quand même, parce que j'ai une écoute analytique de ce qui se passe au moment où j'écoute une œuvre. Voilà. Parlons maintenant de Claire Vénus, une œuvre qui est au cœur de la présentation. Donc, une œuvre composée en 2001, commandée à l'occasion du 35e anniversaire de la Société de musique contemporaine du Québec. Les conditions de la commande étaient celles-ci, c'est-à-dire carte blanche, j'avais carte blanche, mais il fallait que ce soit une œuvre de grande envergure, et donc en termes de durée et d'instrumentation. J'ai donc fait le choix d'écrire pour soprano et 23 musiciens. Claire Vénus a été créée le 6 mars 2002 par la soprano Marie-Danielle Parent et l'ensemble des SMCQ sous la direction de Walter Boudreau. Elle est d'une durée de 26 minutes. Marie-Danielle Parent, qui est ici avec nous, mon épouse, qui a fait la création de l'œuvre en 2002 et qu'on a enregistré par la suite sur disque. En fait, c'est un disque où ce sont 4 de mes pièces. Un disque, comme on dit, éponyme. Voilà. Claire Vénus, donc quelques étapes de la conception de l'œuvre. La première étape, c'est la composante de recherche. Et c'est parce qu'il y a aussi une composante de recherche à l'occasion dans certaines pièces. Et l'intention première, pour moi, a été de chercher un texte qui dessinerait une trajectoire narrative, un personnage féminin qui parlerait aux jeunes. J'ai cherché dans la littérature québécoise, puis française, et celle d'auteurs de différents pays traduits en français, modernes ou anciens, mais tous les poèmes que je trouvais étaient soit trop courts ou ne correspondaient tout simplement pas au type d'expression souhaitée. Je me souviens avoir lu, en fait c'est relu, toute l'anthologie La poésie québécoise de Laurent Maillot et Pierre Neveu, que les gens en littérature doivent bien connaître, que j'avais acheté 10 ans auparavant.
Et puis dans mes recherches, de même que d'autres poètes comme Fernand Ouellette ou Michel Garneau, enfin des poètes que j'aime beaucoup. Et puis dans mes recherches, je me suis rappelé le sonnet de Louise Labbé, Baise-moi encore, que j'avais lu adolescent, en tout cas à l'école secondaire. J'ai donc plongé dans l'univers poétique de Louise Labbé pour découvrir son œuvre et plus spécifiquement ses 24 sonnets. Ici, ma note de programme résume bien mon intention musicale que je vais vous lire. Les 24 sonnets de Louise Labbé sont complets en eux-mêmes. On les apprécie un à un comme de véritables joyaux miniatures de 14 vers en décasyllabes. Mais à la lecture, j'ai senti qu'il était possible de relier certains sonnets et ainsi créer une suite. L'idée de composer une nuit en 7 tableaux m'est alors apparue comme une structure dramatique appropriée, réalisée par une certaine logique d'enchaînement, pour supporter toute l'expression musicale. Pour cette mise en scène, j'ai alors choisi les sonnets qui, lorsqu'enchaînés, nous montrent une femme qui s'adresse d'abord à Vénus pour lui crier son mal toute la nuit, dans Claire Vénus, est déchirée par des tourments extrêmes dans Je vis, je meurs, subit l'indifférence amoureuse aux beaux yeux bruns, confie son désespoir à son lutte, compagnon de ma calamité, aspire au sommeil pour vivre à l'amour en songe, tout aussitôt que je commence, échange passionnément des baisers, baise-moi encore, toujours en songe peut-être, pour finalement implorer la venue du soleil et le retour de l'amant pour le retour du soleil honoré. Donc les 7 sonnets que vous avez sur la feuille. Quant à la musique, j'ai voulu m'approcher le plus près possible du désir amoureux. Louise Labbé, 2 L, les L du désir, petit clin d'œil à Wim Wenders. Les moyens utilisés sont ceux-ci, très simples. Donc la voix parlée et chantée sur fond sonore, réaliste, comme au début, qu'on va entendre tout à l'heure, sur des grillons. La voix chantée et orchestre. La voix parlée sans musique. La voix parlée sur un accompagnement musical. Le texte est donc un prétexte à l'invention. En composant cette musique, je n'ai pas cherché à ressusciter l'atmosphère du XVIe siècle. J'ai plutôt convoqué les mots de la poétesse pour faire entendre sa parole dans un décor sonore que j'ai souhaité le plus juste possible. En mettant ces mots en musique, j'ai souhaité la faire vivre au temps présent, en établissant une correspondance avec les élans du cœur du personnage. Quand je composais, j'étais celle qui parle. J'entrais en résonance sympathique, comme si je vivais ces moments. Il fallait que chaque sonnet me parle, m'affecte, pour déclencher et stimuler ma créativité. Car au-delà de la sémantique, du sens de chaque sonnet, porte en lui un univers que je dois révéler, faire émerger des mots l'atmosphère, donner un visage, une présence et un destin à cette femme de la Renaissance. Ainsi, je l'ai accompagnée dans une nuit poétique. Avant d'écouter quelques extraits, donc dans Je vis, je meurs, qui est le deuxième, on ressent fortement l'expression du trouble, le déchirement, par une opposition des termes vivre, mourir, feu, eau, chaleur, froid, mou, dur, ennui, joie, rire, pleurs, sécher, verdoyer, douleur profonde, bonheur suprême et retour au malheur. On peut y voir une métaphore. L'amour est vécu ici comme une maladie. Aujourd'hui, on dirait peut-être que le personnage est bipolaire. Il est en interaction avec l'allégorie de l'amour, une force qui dépasse l'individu et qui le manipule comme une marionnette. Musicalement, j'ai considéré ce sonnet comme un chant douloureux, un enfermement, comme si le poème avait des barres de reprise, comme on a en musique. Piégé dans un cercle vicieux en boucle. Et dans tout ce mouvement ternaire, au plan musical, il y a ce rythme iambique, courte-longue, 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 brève-longue, qui évoque un sentiment de claudication douloureux. Mais avec un certain figuralisme, les grands intervalles mélodiques, le rythme irrégulier, l'accompagnement qui varie sans cesse, un rythme harmonique imprévisible. À la fin, le chant se dirige vers l'aigu, vers le désiré heure, qui est le mot bonheur. Il redescend vers le registre le plus grave de la soprano sur le mot malheur. Et le dernier vers nous renvoie au premier vers, comme une boucle infinie, un débat sans fin. Mais les sonnets ne sont pas tous traités de cette manière. J'ai sculpté très consciencieusement chacun d'entre eux, en laissant quelquefois la voix dire le poème, comme si le personnage écrivait une lettre, mais enveloppé dans un halo sonore expressif. Et il m'était très important d'assurer une grande variété,
comme un tableau sonore où l'on glisse d'une atmosphère à l'autre, guidé par les sentiments, les réflexions, les tourments, la mélancolie et les désirs d'une femme. Je vais vous faire écouter quelques extraits. Alors, le tout début, c'est très doux. On imagine donc la nuit, peut-être à Lyon, quelque part, dans un domaine où il y a des grillons qui chantent, et la voix va chanter là-dessus. Les humains sont les las esprits, de doux repos et de sommeil mépris. J'endure mal tant que le soleil luit, et quand je suis quasi toute cassée, et que me suis mise en mon lit lassée, crier me faut mon âme toute la nuit. Voilà pour le premier extrait. Là, ça se développe avec l'orchestre, essentiellement. C'est une grande vocalise qui est très expressive, qui demande un grand contrôle vocal sur des grandes phrases musicales. Et donc, on part de presque rien, c'est-à-dire une voix seule, vraiment à nu. On imagine un jardin, mais ensuite, ce violoncelle qui est en trémolo, qui vient rejoindre. Et il y a plein de variétés dans ce continuum. Ensuite, c'est un continuum, ça n'arrête pas du tout jusqu'à la fin de la pièce. De ce moment-là, on est dans des tourments, on est dans des troubles. Alors, l'idée, c'est d'essayer de définir le mieux possible les transformations qui arrivent. Au plan strictement technique aussi, je veux dire une chose qui peut intéresser les musiciens, c'est que j'ai composé essentiellement toute la mélodie avant d'écrire quoi que ce soit d'autre. Donc c'était le fil d'Ariane sur lequel ou autour duquel j'ai fait des accords, j'ai construit des accords, des contre-chants et tout ça, mais c'était essentiellement la voix
qui était le grand guide, le guide suprême dans tout ça. Et donc, alors, comme deuxième exemple, j'aimerais vous faire donc entendre Je vis, je meurs, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, avec ce côté beaucoup plus figuratif, bien sûr, qui se trouve exactement donc à 6 minutes, c'est ça pas long. Voilà. Donc, dans cette pièce-là, il faut aussi orchestrer les transitions. Elles sont aussi importantes, elles sont comme des échos de ce qu'on vient d'entendre, et aussi faire le lien avec ce qui va venir par la suite. Comme troisième exemple, il y a le luth, qui est le numéro 4, compagnon de ma calamité, juste environ quelques secondes, enfin une trentaine de secondes, juste pour vous parler d'une manière de faire. 11,54. Un petit peu plus loin. Voilà. Oups. Alors ce mot, dans ça, il va y avoir un chant, il y a l'accompagnement, mais l'accompagnement est vraiment l'imitation d'un luth. Donc si on a la première corde, bon, arpège, comme ça, et la voix qui chante par-dessus. Et tout est décalé sur les cordes. Des choses extrêmement simples,
mais qui sont simplement un support pour un figuralisme, oui, mais au service de cette expression-là. Etc. Donc ça continue comme ça. Et je vais vous amener aussi donc un enchaînement donc de tout aussitôt qui est le cinquième, qui va s'enchaîner avec le baisement encore. C'est à 15 minutes ici, voilà. Voilà. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le monde le repos désiré, mon triste esprit, hors de moi retiré, s'en va vers toi, incontinent se rend. L'or m'éveille, que dedans mon sein tremble. Je tiens le bien où j'ai tant aspiré, et pour lequel j'ai si haut supplié, que de sembler et souvent que défendre.
Alors voilà, c'est ça. Donc, il y a l'utilisation, en résumé, donc dans cette pièce-là, avec l'orchestration que j'ai, pour ceux qui sont intéressés à voir la partition, donc avec l'instrumentation que j'avais quand même prévu d'avoir beaucoup de ressources de couleurs très importantes. Et donc, ça oblige aussi à aller chercher d'autres manières de penser la musique. C'est comme la référence tantôt, quand vous avez lu ma biographie, le travail que j'ai fait au théâtre avec Denis Marleau, 11 musiques de scène avec lui et Stéphanie, ben, toutes ces musiques-là n'auraient jamais été écrites s'il n'y avait pas eu ce déclencheur, ce prétexte à faire de la musique, parce qu'on rentre dans une pièce de théâtre, on entre dans un texte, et c'est ça le grand bonheur, ou le conte de Gilles Vigneault, grâce à Michel, qui a été l'entremetteur. On parlait de Saint-Valentin, donc qui nous a permis à Gilles Vigneault et moi de travailler ensemble. Voilà, alors ben merci d'avoir écouté, et merci à Marie-Danielle pour l'enregistrement. C'est super. Voilà. Merci.